Eh bien, nous revoilà, mes chers amis. La dernière fois que nous avons ouvert le livre des aventures d'Éléanore, elle avait réussi à s'échapper d'une abomination créée par les membres d'un cirque maléfique. Ceux-ci étaient aussi les instigateurs d'un sort inimaginable, ayant enlevé la vie à de nombreux citoyens de Brocante. Dans le chaos de ce sort, ils avaient pris la fuite, laissant le cirque à l'abandon, dans le silence le plus ténébreux. Mais ce silence fut brisé par Atanante Leroux, ce fameux bibliothécaire nain qui était venu à la rescousse de notre protagoniste en maniant les forces de la nature. C'est dans la yourte d'Atanante que les nouveaux alliés conspirèrent afin de renverser le sort et ramener la grand-mère d'Éléanore, le petit Mathéo, ainsi que toutes ces pauvres âmes égarées. Je n'ai jamais rien vu de tel. Quelqu'un a utilisé la magie noire pour rapiécer cette horreur et l'animer ensuite. Seul un mage de talent arrive à faire des choses pareilles. Comment pourrez-vous renverser ce sort, maître nain? Tu m'as parlé d'un grimoire dans les mains de cette damsel de Strathbury. Si je l'obtiens, je pourrais peut-être réciter et une formule inverse, quelque chose comme ça, ou... Il n'eut pas le temps de finir sa phrase, qu'on entendit 3 grands coups à la porte de la yourte. Toc, toc, toc. Atanante resta aux aguets, mais conserva sa politesse. Il ouvrit la porte et salua un homme de bonne taille, vêtu de peau et bien armé. Désolé d'avoir écouté aux portes, mais j'aurais quelques questions à vous poser concernant ce qui s'est passé à Brocante. Atanante lui tendit son flacon. Joignez-vous à nous alors. Je suis Atanante. Et moi, Sigmer. Je suis coureur des forêts franciennes. Éléanore, de son côté, plus hésitante devant l'homme au regard dur, ne dit point mot. L'homme dit alors « Je suis à la recherche des gens qui ont fomenté ce maléfice plus tôt dans la nuit. Vous avez l'air de les chercher autant que moi. » Bien sûr. Nous devons toutefois mettre une stratégie au point pour les trouver. Éléanore se souvenu qu'elle avait volé des livres sous un des chapiteaux du cirque. Elle les tendit au nain. « Vous devriez jeter un coup d'œil sur ceux-ci. Ils appartiennent à nos ennemis. » Intéressant. Nous avons ici le journal de Mary Longbottom, l'histoire du manoir Fairdance, ainsi qu'une analyse des grimoires occultes. Celui-ci m'intéresse particulièrement. Le nain ouvrit le premier tome et le feuilleta rapidement. Objet maléfique, création de morts vivants, invocation de Banshee. C'est quoi ça? Une Banshee? Créature assez terrible qui peut vous faire éclater les oreilles si vous l'écoutez trop longtemps crier. C'est une créature redoutable qui ne peut être vaincue que par une flamme ardente. D'accord, j'ai compris. Ah, voilà ce que je cherchais. Un extrait sur le grimoire de Malice. C'est une œuvre au pouvoir impressionnant, mais aussi forts soient les mots qui y sont écrits. Comme c'est dit ici, je n'ai qu'à trouver les mots inverses pour annuler les sorts prononcés. Il va toutefois me falloir ce grimoire pour connaître les mots en question. Éléanore, de son côté, avait déjà ouvert le journal de Mary Longbottom, et à sa grande surprise, rien n'y était écrit. Atanante prit le bouquin, resta tout aussi perplexe, et s'en alla chercher quelques plantes.
Il écrasa celle-ci dans un mortier et recouvrit une des pages. En vain. L'homme qui a écrit dans ce carnet doit être un illusionniste très puissant. Mes techniques de décelage ne fonctionnent pas. Sigmer prit le livre et le mit de côté. Il fixa le dernier bouquin. Le manoir Fairdance, c'est sûrement lié à tout ça. Mais il a brûlé il y a bien longtemps, n'est-ce pas? Atanante ouvrit la dernière trouvaille d'Éléanore. Il leur raconta ensuite l'histoire du manoir, à partir du début. Ce manoir avait été construit il y a plus de 450 ans. À cette époque, la guerre faisait rage entre la Francie et le royaume d'Anglade, au sud. La région où se trouve présentement Brocante était au cœur des hostilités. C'est Lord Alfred Fairdance qui résidait dans le manoir avec son entourage pendant les années de la guerre. Parmi son entourage se trouvait l'illusionniste Mary Longbottom, qui, par sa magie, arrivait à repousser les troupes franciennes du duc de Lambrelion. Malgré ses victoires, les renforts de Francie se multipliaient pour le duc, alors que le royaume d'Anglade semblait délaisser cette province au nord de son territoire. Lord Fairdance décida alors d'épouser une noble de l'Anglade, Margaret de Strasbury, pour obtenir lui-même ses renforts. Avec l'aide de sa nouvelle épouse, il ne craignait plus rien contre le duc. Ou alors c'est ce qu'il croyait. Parce qu'un matin d'octobre, les défenseurs du manoir virent une énorme armée arriver de nulle part à leur porte, avec à leur tête nul autre que le duc de Lambrelion, venu en personne. Albert Fairdance, qui avait constaté la disparition de son fidèle associé Mary Longbottom, perdit espoir et lança alors un grand drapeau blanc du haut des remparts du manoir. Le territoire fut ensuite cédé au duc de Lambrelion et renommé pour devenir la province de Brocante. La reddition du manoir se fit sans qu'une seule goutte de sang soit versée. Mais 2 jours après l'entrée des forces franciennes, un incendie emporta tous les résidents du manoir, incluant le lord et sa compagne. Seul le duc et ses hommes, qui étaient stationnés dans la cour du bâtiment, furent témoins de ce tragique événement. Eh bien, c'est une histoire assez glauque. En effet. Et ça nous indique en rien comment trouver les sbires de ce cirque fou. Ce fut au tour de Sigmer de parler. Nous devrions retourner à Brocante pour voir l'état de la situation. Éléanore lui répondit. Ou bien aller voir les ruines de ce fameux manoir. On y trouvera des indices. Sigmer, à son tour, je dois aller à Brocante d'abord. J'y ai laissé mon fils Mathéo. Il fait partie des victimes du maléfice. Je dois absolument m'assurer qu'il va bien. D'accord. Brocante d'abord. De toute façon, personne ne va dormir cette nuit. Ensuite, nous irons voir les ruines de ce manoir. Suivez-moi. Atanante sortit, suivi de Sigmer et Éléanore ensuite. Puis, il disparut dans la forêt. Il va sûrement revenir très vite. D'ailleurs, en attendant, désolé d'avoir amené votre fils dans ce cirque. Quoi? C'est vous qui l'avez amené dans ce cirque? Oui, et vous allez devoir me donner 4 francs. C'est ce que ça a coûté. Sigmer n'eut pas eu le temps de riposter qu'un cheval apparut près de lui. Il le regarda, perplexe. Celui-ci hennit et remua la crinière.
Je crois que nous avons notre destrier pour la route. Sigmer tenta alors de saisir Aléonore par la taille pour la faire monter à cheval, mais celle-ci bloqua son avance pour sauter sur le cheval elle-même. Sigmer poussa un long soupir et fit de même. Même sans selle ni harnais, il réussit à guider Atanante vers Brocante, l'endroit où tout avait commencé. Les gardes de Brocante avaient pris le contrôle des chapiteaux et avaient établi un couvre-feu pour les habitants de la ville. Ils reconnurent Sigmer à son arrivée et le laissèrent entrer dans la ville. Atanante s'arrêta devant l'auberge pour faire débarquer ses passagers. Il reprit alors Formenen et entra dans la taverne. « J'ai besoin d'un verre. » La salle principale était vide. Mais le tavernier, lui, se tenait debout, derrière son comptoir, fidèle au poste. « Enfin de la visite. Bienvenue, cher Sigmer. Prenez donc un verre avec moi, mes amis. C'est la maison qui paye. » Merci, Albert. On doit être les premiers à venir ce soir. Figurez-vous que non. Un homme est passé quelque temps avant vous. Un mec au teint pâle. Il m'a pris un fût, et puis il est reparti. Et d'où venait-il? Aucune idée. Il avait un accent anglois, par contre. Et il était très poli, le mec. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez dans quelle direction il est allé? Je crois qu'il a pris la route du sud. C'est bien celle qui mène vers Anglade, ou le vieux manoir. Ha! Mais le manoir a brûlé il y a 100 ans, plus personne ne va là-bas. Nos alliés échangèrent un regard, vidèrent leurs verres, saluèrent le tavernier et repartirent vers la hutte de Sigmer. La hutte, quant à elle, était de bonne taille et abritait non seulement l'homme, son fils, sa grand-mère, mais aussi beaucoup d'équipements de survie. Le petit Matteo reposait sur le lit où son père l'avait laissé. Sigmer s'avança près du lit et se retourna vers Atanante. On va ramasser tout ce qui pourrait nous être utile et aller aux ruines de ce manoir au plus vite. Si on traîne pas, on devrait arriver au chemin qui mène vers le manoir vers midi à peu près. Une fois l'équipement bien placé dans leur sac, les compagnons commencèrent leur périple vers le manoir, sous le soleil levant. Les chants d'Atanante rendirent le trajet un peu moins long, et 6 heures s'écoulèrent. Et voilà, nous y sommes, la croisée des chemins. Où mènent tous ces chemins, sœur Sigmer? Au sud, c'est l'Anglade. À l'est se trouve le manoir. Et à l'ouest, il y a une petite maison, on la voit d'ici. Il y a un homme assez riche qui vit à l'intérieur, je crois. Elle est là depuis toujours. Les résidents ont dû voir quelque chose d'anormal, comme le cirque passé ou quelque chose dans le genre. Devrions aller leur rendre visite. Oui, je crois que c'est une bonne idée. À leur surprise, personne n'y était. Après inspection des lieux, Sigmer découvrit des traces étranges dans le petit jardin derrière la maison. Quelqu'un se trouvait ici, et des choses l'ont traîné jusqu'au champ derrière. L'homme des bois commença à pister à travers champs avec l'agilité d'un limier, suivi de ses camarades. Il entendit alors des bruits étranges, comme des sacs de paille se déplaçant avec une lourde charge. Un rapide coup d'œil entre le blé lui permit d'apercevoir 2 épouvantails trimballant un homme aux cheveux noirs.
Les épouvantails ne firent pas long feu. Éléanore empoigna sa poêle, déjà toute rouge, et embrasa le premier d'un coup preste. Le deuxième se retourna vers elle, d'un air féroce. Mais Sigmer lui transperça la paille au niveau du cou, avec sa lance de chasse. Celle-ci resta coincée dans le corps empaillé, ce qui donna amplement le temps à Éléanore d'agir. Elle regarda la chose d'un air dédaigneux et déposa sa poêle sur le torse de l'épouvantail, qui partit en flammes et en fumée. Contre toute attente, le champ de blé resta intact. L'homme aux cheveux noirs se releva. Il avait l'air assez jeune, mais l'on remarquait vite ses petites oreilles pointues, un teint pâle, des yeux bleus foncés, ainsi qu'un léger sourire dessinant son visage serein. « Merci, mes amis. Je ne sais pas ce qui m'aurait fait sans votre aide. » L'homme libéré les pressa de rentrer au cottage. « Que s'est-il passé ici, monsieur? » Eh bien, j'ai aperçu plusieurs gens qui passaient par la grande route, vers le vieux manoir, je crois. J'ai tenté de comprendre qui il était, mais je me suis fait assaillir par ces épouvantails. Excellent. Pardonnez notre rapidité, mais on a quelque chose à régler là-bas. On cherchait justement un assemblement de gens louches. Ça va. Vous m'avez quand même sauvé la vie. Si jamais je peux vous rendre l'appareil, n'hésitez pas. Sigmer était de plus en plus tendu. Il sentait qu'ils n'allaient pas tarder à rencontrer leurs ennemis. C'est sur le chemin du manoir que le soleil, couchant, disparut derrière les nuages, et qu'ils aperçurent enfin cette grande demeure fortifiée, nichée sur le haut d'une petite colline. Bien que le feu ait ravagé l'endroit, le manoir Fairdance se tenait solide sur le roc. Je dois avouer que l'endroit est un peu sinistre. Vous avez raison. Nous devrions rester discrets toutefois. Je doute que passer par la porte d'entrée soit la meilleure stratégie. Les trois compagnons firent alors le tour des remparts, discrètement, en prenant bien soin d'éviter le regard des hommes postés sur ceux-ci. Regardez, ils ont posté une tonne de sentinelles. Il y a aussi un campement assez large derrière le manoir, arborant les couleurs du cirque. Ces mécréants s'attendent à quelque chose. Attendez, regardez. Il y a une porte au bas d'une des tourelles. Sûrement une ancienne porte pour les serviteurs du château. Bien vu, petite. Allons-y. Les trois infiltrés entrèrent dans la tourelle. Plusieurs gardes faisaient les 100 pas au niveau supérieur. Ils décidèrent en silence de prendre la porte qui menait directement dans la cour principale. Ils purent enfin l'admirer de près. Malgré les flammes qui l'avaient dévastée, sa structure de pierre restait intacte. Bien dissimulée sur le côté du manoir, la bande espionna la cour. La cour était très animée, très agitée. Quelque chose se préparait. Sigmer vit alors une porte de cellier, menant au sous-sol du bâtiment. Enfin un endroit pour se cacher, il pensa. Psst, par ici. Toutefois, il n'eut pas le temps d'attraper la poignée que la porte s'ouvrit de l'intérieur. Un homme, élégamment vêtu, monta les dernières marches de l'escalier et sortit du caveau. Il avait 2 bouteilles à la main. « Oh well, you're pretty late. I am already done placing those beer kegs in the basement. » Sigmer resta perplexe.
Il lui répondit dans son meilleur anglais. Sorry, sir. We are new here. Oh, vous êtes les chefs cuisiniers de Francie. Bienvenue au manoir Fairdance. Je suis Sébastien. Pouvez-vous amener ces 2 bouteilles à Madame la matrone? Je dois m'occuper de monter les tables pour la réception de ce soir. Il remit les 2 bouteilles à Sigmer, puis s'éclipsa prestement. Je suppose que nous avons notre plan pour infiltrer ce manoir. Mais un nain, ça reste un peu louche ici. Je vais me transformer en souris cette fois. L'espionnage sera plus facile. Il se métamorphosa aussitôt, et les nouveaux cuisiniers entrèrent dans le manoir. Le hall d'entrée était brillamment décoré. Il était simple, mais riche et accueillant. Une grande porte menait vers la salle de réception, qui était d'autant plus impressionnante par sa taille. Les cuisines se trouvaient bien sûr juste à côté, et la matrone ne fut pas dure à trouver, puisqu'elle psalmodiait des ordres à ses cuisiniers à chaque 3 secondes. Excusez-moi, madame. Voici vos bouteilles. Not too soon. Allez, les Franciens. J'ai besoin de quelqu'un au débitage. Sigmer s'avança. Je suis votre homme, madame. Excellent. Mais débarrassez-vous de tout cet équipement inutile. Toi, la petite, va rejoindre Laurette. Pour le potage, elle sait pas vraiment cuisiner. Sigmer s'avança alors vers la carcasse de cerf au fond de la pièce. Il se défit de son équipement et brandit son couteau de chasse. Éléanore, de son côté, s'en alla vers la jeune Laurette, qui l'accueillit à son plan de travail avec un sourire timide. C'est vrai que je ne suis pas très doué en cuisine, mais vous avez l'air bien équipé, vous. Je vais te montrer. Éléanore sortit sa poêle et commença à concocter un délice. Laurette la suivait du regard en contemplation devant son œuvre. La seule fois qu'elle détourna le regard, elle aperçut Sigmer débiter le cerf comme un expert. Vous êtes assez impressionnant. Vous êtes nouveau en plus. D'ailleurs, vous n'auriez pas vu par hasard un homme aux cheveux noirs et aux yeux bleus se balader à l'extérieur? Éléanore était bien occupée par sa préparation. Non, je ne crois pas. Il fait quoi? C'est quoi son nom? Est-ce que c'est Sébastien? Laurette était visiblement gênée par la question. Oh non, pas lui. C'est aussi un homme bien habillé par contre. Il s'appelle Mary. Mary. Et tu fais quoi avec ce Mary? Éléanore fut alors interrompue par Sigmer. Attrape ça, petite. Il avait fini sa boucherie et lança une assiette de viande dans la direction de la jeune cuisinière. Celle-ci l'attrapa avec aisance et apprêta les merveilleux filets dans un tourbillon d'élégance tout en continuant d'agrémenter le potage. Même la matrone fut impressionnée par ce nouveau duo. Elle s'avança vers les plats. Y goûta. C'est pas mauvais. Allez me servir ça, les invités attendent déjà, et enfiler quelque chose de plus cordial. Les 2 cuisiniers revêtirent un habit de servant et passèrent dans la grande salle. Il y avait en effet plusieurs convives. Étrangement. Éléanore reconnut certains membres du cirque, mais d'autres lui étaient tout à fait inconnus. Une fois toutes les entrées installées, Sébastien clama devant tous « Mesdames et messieurs,
veuillez accueillir Lord Alfred Fairdanse. Les invités se levèrent pour accueillir l'homme en question. Bien qu'il était un lord, il n'avait pas une grande stature. Il se situait plutôt dans la moyenne des hommes en termes de grandeur. Toutefois, sa robustesse lui donnait des allures de grand meneur d'hommes. Son visage affichait une moue très sérieuse, et ses cheveux étaient coupés assez courts, ce qui laissait entrevoir un teint pâle d'homme tourmenté ou malade. Pourquoi était-il dans cet état? Il n'adressa pas la parole au public et alla s'asseoir sur la table principale. Toutefois, il était suivi d'un homme à l'allure beaucoup plus éclatante, portant un manteau aux couleurs étranges. Celle du cirque. Éléanor le reconnut aussitôt comme le scélérat qui avait monté sur la scène avec Damsel de Strathbury au moment de l'incantation fatale. Il prit place juste à côté du lord lui-même et ne perdit pas de temps pour commencer la conversation avec le maître de la maison. Les invités se mirent ensuite à déguster des plats mis à leur disposition. Lord Alfred n'avait pas l'air d'écouter ce que son compagnon lui disait avec beaucoup de ferveur. De plus, il touchait à peine aux plats posés devant lui. Ceci, jusqu'à ce qu'il fixe le fameux potage d'Éléanor. Il osa porter une cuillère à sa bouche, et pour l'espace d'une seconde, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il vida tranquillement son bol, et cette fois, en répondant aux questions incessantes de son voisin de table. La matrone ordonna un second service, pour le plat de résistance cette fois. Sigmer avait si hâte de faire goûter les filets qu'il devint un peu maladroit et renversa un verre sur une convive. Éléanor, quant à elle, tout aussi fière de sa préparation, se conforma à l'étiquette francienne et alla porter la première assiette au seigneur de la maison directement. Celui-ci se retourna vers elle d'un air perplexe. Éléanor sentit alors une présence derrière elle. C'était la matrone. « Depuis quand sert-on le seigneur en premier? » « Mais depuis toujours. C'est tout à fait conforme à l'étiquette culinaire francienne. »« Eh bien, ma chère, chez les Anglois, c'est tout le contraire. On finit par le lord. » Mais ça n'a aucun sens. Vous connaissez mal l'art de la table, madame. La matrone attrapa l'oreille d'Éléanor et la traîna jusque dans la cuisine, malgré les protestations de la jeune femme. Au passage, elle foudroya Sigmer du regard et lui fit signe de suivre. « Qu'est-ce qui vous prend, vous deux? Je veux pas vous entendre. Allez chercher du vin dans la cave et revenez vite. » Les deux cuisiniers ne firent pas attendre la matrone et s'enfirent vers la cave. Pendant leur sortie, Éléanor jeta un dernier coup d'œil vers la salle à manger pour y apercevoir une souris qu'elle connaissait bien. Au moins, la Tannante va pouvoir espionner pour nous. Ouais, et on va pouvoir piéger dans la cave avant. Sigmer ouvrit la porte du caveau et, une fois à l'intérieur, alluma une lampe à l'huile pour y voir plus clair. Les tonneaux étaient nombreux dans la voûte, accompagnés de nombreuses bouteilles qui fascinaient les nouveaux servants du manoir. Cette cave rivalise avec celle du duc de Lambrilion. Qui aurait cru qu'un tel trésor était enfoui ici?
J'ai jamais vu de l'alcool aussi bien préservé. Mais ce qui m'impressionne, ce sont ces gens là-haut. Est-ce qu'on est revenu dans le temps ou quoi? Peut-être, mais le manoir a l'air encore brûlé. La voûte, elle, par contre, est en parfait état. Éléanore se retourna vers le fond de la pièce et découvrit une porte menant vers une autre voûte. Elle passa doucement dans l'autre pièce, suivie de près par Sigmer. La deuxième voûte servait d'entrepôt pour le manoir. Les aventuriers restèrent en contemplation devant l'ampleur de cet entrepôt. Puis ils entendirent une large porte s'ouvrir à la toute fin de tout ce bric-à-brac. 2 hommes, vêtus de toges pourpres, entrèrent dans le débarras et ne virent pas les intrus, qui étaient déjà tapis dans l'ombre après avoir éteint la lanterne. « Pourquoi faut-il du vin pour la cérémonie? » « Je ne sais pas, mais on n'a qu'à obéir et on aura tout ce qui nous a été promis, d'accord? Ah, voilà, ça devrait faire l'affaire. Allez, ce sera bientôt fini. » D'accord. Une fois les hommes étranges retournés d'où ils venaient, Sigmer et Éléanore sortirent de leur cachette et furent surpris par un nain qu'ils connaissaient bien. « Vous deux, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé en haut. L'homme au manteau étrange, c'est le petit-fils de Lord Alfred. Son nom est James Fairdanse. Il n'arrête pas d'essayer de convaincre son grand-père de reprendre le contrôle de la région de Brocante. Le Lord a l'air de refuser sans cesse. Il avait l'air complètement déprimé, en fait. Pas complètement déprimé, jusqu'à ce que les filets de cerf arrivent devant lui. Oh! Ma parole, ils avaient l'air juteux et délectables, assez pour faire sourire Lord Fairdanse, qui s'est ensuite retourné vers James pour le réprimander. Vous avez manqué quelque chose. J'ai quitté à ce moment. Je me demandais ce qui vous prenait autant de temps. Pardonnez-nous, maître nain. Des hommes étranges se sont enfoncés encore plus loin dans ces voûtes. Je me demande si c'est une cave à vin ou une caverne. J'en ai aucune idée. Mais peu importe ce qu'ils préparent en bas, c'est sûrement lié à toute cette histoire. Alors je compte bien anéantir leur plan. Je te suis. Mais vous deux, vous allez avoir besoin de plus qu'un couteau. Sigmer avait bel et bien laissé ses armes à l'étage. Éléanore dénicha 2 bâtons dans le débarras et les lança à ses compagnons. Sigmer lui trouva un étrange loquet par terre. Il l'ouvrit et une image effroyable se trouvait à l'intérieur. Une image qu'il ne put regarder plus qu'une seconde. C'était une silhouette. Mais de quoi? Les 3 camarades longèrent ensuite l'entrepôt et une dernière porte se dressa devant eux, cachée dans un recoin. Ils l'ouvrirent délicatement et furent tout de suite horrifiés par le spectacle macabre qui se déroulait de l'autre côté. Des silhouettes de corps humains accrochés au mur empestaient la pièce, qui semblait s'étendre encore plus bas comme un gouffre ténébreux. Éléanore et Atanante furent totalement décontenancés par cette vue effrayante et tombèrent presque à la renverse. Sigmer, lui, en avait écorché de nombreuses bêtes, et bien que cette vision le faisait frémir, il fit signe aux autres de reprendre leurs esprits. Il s'avança vers le gouffre qui s'avérait être un escalier descendant dans les profondeurs de la terre. Les cadavres, suspendus sur les côtés, étaient frais, mais il vit aussi des ossements sur le sol, vestiges du passé. Au bas des marches
se trouvait un autel, décoré de ronces et d'encens, avec un voile déposé sur une forme étrange juste devant. En contemplation devant l'autel se trouvaient deux hommes vêtus de toges, sûrement ceux qu'il avait vus précédemment. Mais il avait aussi un balafré, assez costaud, assis avec une double hache dans son giron. Un chant macabre s'élevait dans la pièce, mais aucun des trois cultistes ne bougeait les lèvres. Tous lui tournaient le dos. Alors Sigmer analysa la situation. S'il essayait de se battre dans l'escalier plutôt étroit, il aurait plus de facilité à se débarrasser de ses adversaires un à un. Toutefois, ceci lui enlèverait l'avantage de la surprise, et il ne voulait pas avoir à se mesurer contre cet homme balafré. Il sortit alors son couteau de sa botte et s'avança dans l'escalier. Il faut croire que les acolytes avaient dû y échapper du vin. Ou était-ce la tension trop dure à soutenir qui fit trébucher l'homme des bois? Peu importe. L'important est qu'il termina sa chute sous les regards de ses trois ennemis. « Vite, l'escalier !» pensa-t-il. Il n'eut qu'une seconde pour se relever et monter une marche. Le balafré était déjà sur ses talons et tenta de lui asséner un coup violent de hache. Sigmer l'esquiva par l'arrière, et la hache se planta entre deux roches qui formaient l'escalier étroit. Sigmer saisit l'occasion pour riposter avec son arme, mais le cultiste fut plus rapide que lui, et il lui frappa le crâne avec sa propre tête. Sigmer tomba à la renverse, déboussolé. Il tenta de remonter les marches. Son adversaire était sur lui en un rien de temps. Mais il ne vit pas le nain au sommet des escaliers, qui lui brisa le nez d'un coup de bâton qui projeta le gaillard d'où il était venu. « Joli coup, maître nain. »« Ha ha ha. Ne jamais sous-estimer la force mythique des nains. » Sigmer bondit alors en bas des marches et tomba face à face avec le balafré, qui l'agrippa par le cou, tentant de l'étrangler. Le coureur de Francie trouva lui aussi la gorge de son adversaire. Mais lui, par contre, c'était avec son couteau. Le cultiste enragé s'échoua par terre, sans vie, après le coup. Sigmer se retourna vers les deux autres pions des ténèbres. Il vit la peur dans leurs yeux. Leurs couteaux étaient dégainés, mais leurs corps étaient immobiles. Il fondit sur eux comme un loup sur une brebis. 2 coups plus tard, il gisait sur les dalles froides de la voûte. Bien qu'ils aient disposé des 3 acolytes, Sigmer et Atanante entendaient toujours un chant grave à glacer le sang. Ils se retournèrent vers l'autel, et Sigmer s'avança vers le voile. Il le retira d'un coup sec. Une dame était recroquevillée devant l'autel. Les incantations cessèrent d'un coup. Sigmer ne resta pas immobile à contempler. Quelque chose allait certainement se produire. Il empoigna sa lame et avec détermination la plongea entre les omoplates de la dame. Elle mourut, mais pas comme un être vivant. Non, ses cheveux de charbon devinrent blancs comme la neige, sa peau blême se décomposa, ses os craquèrent sous le regard perdu de son agresseur. Sigmer la sentit tressauter, et il n'eut le temps de faire qu'un seul pas par l'arrière, avant qu'elle ne retourne la tête vers lui. Les yeux de l'homme pouvaient enfin voir le visage monstrueux de cette créature. Il tomba dans l'abysse de ses yeux noirs. Et à ce moment, il entendit Atanante crier un mot. « Ban !» Eleanor entendit alors un hurlement plus que strident, venant de plus bas. Elle voulut partir à la rescousse de ses compagnons au moment où un homme passa devant elle.
puisqu'elle était toujours bien tapie dans l'ombre à cause de sa frousse, il ne remarqua pas la jeune fille. Il s'avança lentement vers les escaliers en se tenant les oreilles. Vers le cri. Il vit un nain en bas des marches mettre des herbes dans les oreilles d'un autre homme. L'autre homme était déjà effondré. Il tenait ses oreilles. Puis le nain tomba sur le sol à son tour, ne pouvant plus résister au son infernal qui lui brisait les oreilles. Il vit le gaillard se lever, de peine et de misère. Il le vit brandir son arbre et l'enfoncer dans la tête de la créature. Tête qu'elle tourna malgré tout vers lui pour ensuite développer et envelopper ses doigts autour de la gorge de son assaillant. Ensuite, l'homme ne vit plus rien, car Éléanore lui donna un bon coup de poing en arrière de la tête. Après avoir repris courage, une seconde avant son geste, il s'était retourné vers elle, et elle avait pu voir ses yeux bleus, ses cheveux noirs et ses oreilles pointues. Elle se dit aussitôt, juste avant de frapper, « Mais c'est l'homme que nous avons sauvé. » L'homme déboula les escaliers à son tour, et le cri infernal s'arrêta enfin. La Banshee avait même lâché le coup de Sigmer, qui pouvait maintenant respirer. Les grands yeux noirs béants de la redoutable Banshee étaient maintenant fixés sur le nouvel arrivant. Une expression de colère se dessina sur son visage. Mais, dans sa colère aveugle, elle ne vit pas Éléanore descendre les marches de son destin. Elle ne vit pas la poêle brûlante entre ses mains. Elle ne vit pas la fille de Francie, prête à l'abattre. La dernière chose qu'elle vit, c'est une poêle en feu lancée dans sa direction, qui lui brisa les os et l'immola dans le plus profond silence. Sigmer se releva alors, en même temps que l'homme du petit cottage, mais celui-ci retomba par terre assez vite, lorsque Sigmer lui asséna un violent coup de pied. « Qu'est-ce que vous faites ici? »« Doucement, mes amis, laissez-moi m'expliquer. » Éléanore acquiesça. L'elfe soupira, puis leva les yeux vers ses trois juges. « Mon nom est Mary Longbottom. Je suis un elfe. J'ai eu une longue vie et, il y a longtemps, j'ai été exilé de ma terre natale. Je me suis alors réfugié ici, chez les Fairdance. Je me suis rendu utile auprès de lui. Et j'ai même rencontré une charmante amie. Les combats contre la Francie étaient durs, mais je sentais que ma place était ici, auprès de ma belle Laurette. Jusqu'au jour où elle est arrivée, Elizabeth de Strathbury, une noble épouse pour son nouveau mari. Mais en secret, elle pratiquait d'infâmes rites dans les voûtes du manoir. Pour vaincre le duc de l'Ambrélion, elle invoqua un esprit du mal, une terreur du monde occulte. Les hommes l'ont appelé Mélodarme. Un soir, alors que je fréquentais ma jolie Laurette, ils nous ont attaqués. Mélodarme était là. Oui, il était là. Je n'ai pas pu la sauver. Il a englouti son esprit. J'ai seulement réussi à sauver ma propre vie ce soir-là. Je me suis évadé du château, me jurant que je ne laisserai jamais ce démon devenir plus puissant. C'est alors que j'ai rejoint les rangs du duc de l'Ambrélion, et nous avons pris mon ancienne maison, de force, pour anéantir les plans d'Elizabeth de Strathbury. Nous avons chassé cette atrocité. Pardon, je m'emporte.
après que les flammes aient ravagé la demeure, je me suis installé dans la petite maison près du chemin pour veiller sur cet endroit maudit. Mais vous avez banni le mal qui est revenu sans mon aide, il faut croire. Pardonnez ma question, monsieur. Mais comment avez-vous échappé à ce mélodrame? L'elfe regarda Atanante et les trois compagnons virent alors les jambes de leur prisonnier disparaître tranquillement, en poussière, puis ses bras aussi disparurent. Je suis maître illusionniste. Les clones sont une excellente manière de s'échapper, maître nain. Ne vous inquiétez pas, je vais vous retrouver, mes amis. Je vous remercie. Puis le reste de son corps devint poussière. Eh bien, sur une meilleure note, regardez ce que j'ai trouvé sur l'autel. Oh, impossible! Le grimoire de Malice, il était là? Oh, excellent! Nous sommes sauvés. Atanante arborait un sourire satisfait, qui s'évanouit lorsqu'il tenta d'ouvrir le volume. Oh, il est fermé à clé. Oh. Omora triken, Omora ect. Oh, il faut une clé. Sacrebleu, ne perdons pas de temps ici. La matrone doit déjà être complètement furieuse de notre absence. Vite, on remonte. Les trois camarades, déçus, remontèrent vers la cave à vin, et malheureusement pour eux, la matrone les attendait déjà, de pied ferme. Chère matrone, voici le vin. La matrone prit la bouteille des mains d'Éléanore et la brisa sur un des murs de la voûte. Ça ne sert à rien. Savez-vous au moins ce qui s'est passé après votre débâcle? Le Lord et son invité, ils se sont envoyés des pointes jusqu'à ce que M. James se fâche et convoque notre cher Lord Alfred en duel. Il s'apprête à combattre à l'instant même. Et qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Sigmer et Éléanore restèrent silencieux devant la vieille femme. Pour un instant, ils la sentirent faiblir. Puis, elle tourna les talons et partit rejoindre les autres dans la cour. La cour était maintenant bondée de gens. Les trois infiltrés eurent beaucoup de misère à se frayer un chemin à travers la foule. Lorsqu'ils arrivèrent en première loge, James et Alfred se trouvaient face à face. Chacun une épée à la main. Le combat allait commencer. C'est Lord Alfred qui fit sa révérence en premier. James hésita un instant, puis courba le dos. Leurs épées s'allongèrent alors devant eux. Leurs fers et leurs regards se croisèrent. James enclencha les hostilités, pointant le cœur de son grand-père de sa lame. Celui-ci para avec facilité et riposta. Un combat épique commença. Les rapières s'entrechoquaient, formant une mélodie guerrière. James était fort, agressif, doué avec son épée. Alfred avait de la grâce et l'agilité, le fruit de nombreuses années d'expérience au combat. Le duel semblait ne jamais s'arrêter. Les deux combattants ne s'épuisaient pas. Les servants du manoir ne pouvaient s'empêcher d'encourager leur lord, tandis que les fanatiques du cirque criaient pour James Fairdance. Jusqu'à ce que celui-ci perde pied sur une racine apparue de nulle part dans la cour. Il se repositionna en un instant. Alfred saisit l'opportunité pour tailler un coup dans le haut de la poitrine du challenger.
Il ne fit qu'une légère plaie. Toutefois, le juste au corps maintenant déchiré de James laissait paraître une petite clé attachée à son cou, tenue par une mince corde. C'était sans doute l'objet que les trois aventuriers désiraient ardemment. « You have been touched, James. Yes, you can still surrender. » Cette remarque ne fit que rendre James furieux, qui lança un autre coup vers son grand-père. Celui-ci para avec facilité. « You have much to learn, my dear grandson. Let me teach you something. It is la botte des Fairdances. » Lord Alfred sourit et effectua ensuite une série de mouvements d'escrime très rapidement. Son jeu de pied l'amena tout près de son adversaire, puis il passa son épée dans son autre main, et en se déplaçant derrière son ennemi. Lorsqu'il se retourna, il pointa sa lame vers l'épaule de James, et son épée passa à travers l'épaule de l'autre duelliste. Mais l'épée de James n'était plus dans sa main d'arme. Il l'avait lui aussi changée de main, et il porta un coup fatal droit au cœur du Lord déboussolé. « I have studied this move for so many years. I guess now it's time for you to die. » Lord Fairdances laissa choir sa lame et porta sa main à son cœur pour empêcher le sang de se répandre à ses pieds. Il tituba vers l'arrière, se retourna lourdement vers la foule et le manoir. Puis son corps se détendit, ses paupières s'abaissèrent. « Well, I can finally rest. » Le lord du manoir s'échoua sur le sol. Un profond silence résonna dans l'assistance. James faisait maintenant des va-et-vient en regardant la foule d'un air agressif. « Now, you will all follow me. We will raid Brocante, and we will take back the land that belongs to us. Anyone that say otherwise will feel my wrath. » Les regards de tous étaient maintenant rivés sur le sol. Pas tous. Sigmer, lui, observait la cour. Il analysait chaque possibilité. On doit lui voler cette clé. Mais comment? Attendre qu'une opportunité se produise ou utiliser le chaos de ce duel? Que dois-je faire? Le regard d'Éléanore. Oh, il était fixé, lui. Fixé avec défiance sur James Fairdances. Celui-ci, scrutant la foule, s'aperçut qu'une femme dans l'assistance le défiait du regard. Son regard fumait de haine et il ne pouvait supporter qu'on le défie. La jeune cuisinière aurait pu baisser les yeux, mais elle ne pouvait pas, car elle voyait les gens de Brocante, que ces fous avaient ensorcelés. Elle voyait sa grand-mère, le petit Mathéo, elle voyait les forêts de Francy, et ces bourgs, où la nourriture manquait rarement. Maintenant, cet homme voulait rompre cette paix et renouer avec le mal vécu il y a 100 ans. Non, elle ne baissa pas le regard. La tension était palpable. Les sueurs froides coulaient sur le front d'Atanante et de Sigmer, qui avaient remarqué la situation. Puis, après un court moment d'affrontement visuel, James rompit le silence. « Ladies and gentlemen, I think we have a challenger. Give that lady a sword! » La foule était perturbée. Pourquoi vouloir se battre contre une jeune femme? Il avait déjà vaincu son rival. James Fairdances était-il possédé par sa rage ou avait-il simplement perdu l'esprit? On emmena une épée à Éléanore, qu'elle empoigna vigoureusement.
Ses camarades la regardèrent d'un air apeuré. « Quoi? On va pas le laisser faire ce qu'il veut. Je vais lui reprendre cette clé. Ça va tout arranger. » « Et comment? C'est un escrimeur de talent. As-tu déjà soulevé une épée au moins? » « Allez, allez, il y a peut-être une solution. Je vais te donner la bénédiction du fauve. Mais il y a trop de regards ici pour que je passe inaperçu. » Sigmer se retourna vers James qui brandissait une nouvelle lame. Il serait bientôt prêt. « Il me reste une seule bouteille de cette cave. »« Au diable. Allez, faites ce que vous avez à faire. Je me charge du reste. » Sigmer brisa le haut de la bouteille à l'aide de son poignard et s'éloignant des deux compagnons. Après avoir versé une large lampée dans son gosier, il pointa son arme vers James. « You, sir, are mad. You, sir, are a coward. » James fut outré. « Guards, get this fool out of my sight. » Les regards de la foule se posaient maintenant tous sur cet ivrogne étranger qui déplaçait beaucoup d'air. Des gardes approchèrent de Sigmer et réussirent à le maîtriser, avec beaucoup de difficulté car il se battait comme une vraie bête. Pendant cette diversion, Atanante prit 2 poignées de terre entre ses mains et les plaqua de chaque côté de la tête d'Éléanor. Alors que la terre glissait sur les épaules de la future duelliste, le druide murmura quelques mots. « Antaril, Krolk, Nitonas, Vrilketor. » Aussitôt la phrase prononcée, Éléanor sentit ses sens se décupler. Elle sentit ses muscles se raidir puis s'assouplir. Elle pouvait renifler l'odeur de sa proie. Elle entendait les pas de son adversaire malgré les tonnerres de la foule. Sa vision se précisait sur son ennemi. Éléanor s'avança au milieu de la cour et brandit son épée. « Monsieur James Fairdance, je suis fille de Francie. Si vous perdez ce duel, vous renoncerez à vos conquêtes et vous vous exilerez de ce royaume. » James se tenait fièrement devant elle, prêt à croiser le fer. « Ha ha ha! Excellent! Mais si je gagne, vous vous joindrez à moi pour envahir ce territoire. »« Jamais !» Éléanor bondit sur l'Anglois, avec une telle vigueur que la foule tressaillit. Elle tailla si rapidement que James para à la dernière seconde. Il envoya une riposte avec agilité. Mais la fille de Francie était déjà hors de portée. Les coups se succédèrent. Éléanor perdait quelque peu son avance malgré sa nouvelle force, comblée par les passes d'armes de son adversaire. Elle tenta le tout pour le tout. Lors d'une attaque portée sur elle, elle esquiva, par le bas, et se lança sur son ennemi pour le faire chavirer. James, malheureusement, esquiva encore une fois, mais cette fois, il créa un angle sur elle, puis rabattit sa rapière sur le mollet d'Éléanor. Celle-ci se retira rapidement, mais le sang de son mollet se répandait déjà sur le sol de la cour. « Well fought, my lady. Vous êtes habile, mais pas assez pour contrer la botte des Fairdance. » James Fairdance fondit alors sur sa cible avec une série de coups qu'Éléanor parvint à peine à bloquer. Il se rapprocha de la demoiselle boiteuse en un mouvement, passa son arme dans sa main gauche, se retourna vers Éléanor et tailla avec force vers sa gorge. L'arme fendit l'air. Éléanor se trouvait à 1 pied plus loin que la pointe de son épée. James resta complètement crédule devant la situation. Avait-il mal calculé ses pas? Non. Mal effectué la botte? Non. Éléanor profita de cet instant d'hésitation pour se ruer sur James. Elle le plaqua avec une telle vigueur que celui-ci tomba à la renverse. Son épée vola à quelques mètres plus loin. Dans sa dernière offensive, sa rivale se rapprocha tel un éclair bestial et planta sa lame directement dans l'ouverture de la clé,
accroché au cou du vaincu. Lorsqu'elle ressortit son fer, la clé était en sa possession. Et James Fairdancer avait poussé son dernier souffle. L'assistance resta muette un instant. Puis, un cri d'approbation se fit entendre. Les visages exprimaient une timide gratitude envers la jeune dame, sauf bien sûr ceux des membres du cirque, qui reculèrent et disparurent derrière la foule et les gardes. Éléanore se retourna vers Atalante, qui arborait un visage fier. Elle renifla ensuite une odeur différente de celle des autres humains. Elle regarda vers la porte de fer de la cour pour apercevoir Mary Longbottom. Elle remit la clé du grimoire à Atalante, puis se rendit vers la grande porte. Au passage, elle remarqua les gardes qui libéraient Sigmer de leur emprise. Puis, elle était face à Mary Longbottom. « Vous devriez faire attention la prochaine fois que vous cherchez querelle avec quelqu'un. Mes illusions ne seront pas toujours là pour vous sauver, mademoiselle. Maintenant, veuillez m'excuser, mais j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que je n'ai pas eu la chance de croiser depuis une centaine d'années. » Éléanore sentait la bénédiction du fauve se dissiper dans son corps et son esprit. Elle ouvra la porte, hocha la tête en signe de gratitude devant Mary, puis laissa l'elfe rejoindre Laurette. « Ha ha! Je l'ai cette fois. Je sais comment renverser le sort. Les mots inverses à ce qui est écrit ici devraient faire l'affaire. » Accompagné par Sigmer, Atalante avait ouvert le grimoire de Malice, et il cherchait maintenant dans sa mémoire les bons mots pour finir la formule. Les servants et les gardes du château semblaient soit retourner à leur routine, ou bien ils suivaient Sébastien, qui amenait le corps de Lord Alfred Fairdancer dans le manoir. « Ça y est! Padrem hoc filir daltig colendnur via! » Soudain, les gens du manoir s'arrêtèrent. Leurs corps s'effacèrent dans un lent soupir, ne laissant que des boules de lumière derrière. Les boules s'assemblèrent dans un éclat, et la lueur s'éloigna vers la ville de Brocante au loin. L'illusionniste, Mary Longbottom, ressortit du manoir. « C'est terminé, mes amis. Il est temps de rentrer. » Le chemin du retour se fit sous cette grande lueur magique qui accompagna les aventuriers vers leurs êtres chers. Sur la route, Éléanore ressortit la vieille pierre de sa grand-mère et fut réconfortée de voir que la pierre brillait de nouveau, blanche comme la neige. Lors de leur arrivée à Brocante, c'est une joie folle qui animait l'atmosphère. Les gens louangeaient la magie de leur avoir rendu leurs êtres chers, et bien sûr, la taverne était chaleureuse et très agitée comme au bon vieux temps. « Eh bien, nous avons réussi. Je cours vers ma hutte, juste pour voir mon fils. »« Oui, allez, Sigmer. Moi, je rentre chez ma grand-mère. J'ai hâte aussi de la retrouver. »« Ha ha ha! Allez donc. Moi et chère Mary, nous allons aller faire un petit tour dans cette merveilleuse taverne. » Mary acquiesça, et les deux magiciens entrèrent dans l'établissement. Sigmer salua Éléanore, et partit retrouver son fils à sa hutte, qui était déjà remis en excellente forme. « Papa, j'ai rêvé à toi, entouré de murs, et j'avais aussi... J'ai vu un petit garçon dans les bras d'un elfe. Je me rappelle plus du reste, par contre. » L'important, c'est que tu sois en sécurité maintenant. Et moi aussi, j'ai beaucoup de choses à te raconter, fils. Plus loin, à travers les champs de Brocante, se trouvait la petite maison protégée par Kodiak,
le gros chien de garde paresseux. Éléanore caressa abondamment le toutou et entra pour rejoindre sa grand-mère, qui veillait comme toujours près du foyer. Après une telle aventure, elle méritait bien un peu de repos.